OK. Alors, merci Félix. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous, même si je ne vous vois pas. Je vois que 92 personnes en ligne. C'est quand même. J'aimerais beaucoup mieux être en présence, là, mais considérant le contexte, puis j'espère que vous êtes allés faire vos commissions avant la présentation, parce qu'après, à la fin de ma présentation, il y a un couvre-feu. J'espère que vous n'avez pas oublié. Donc, oui, ça me fait plaisir. On m'a demandé de parler de maltraitance, mais on m'a dit aussi que je m'adresserais beaucoup à des proches aidants. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit, là. La majorité des gens, c'était des proches aidants qui s'étaient inscrits. Effectivement, ça fait 10 ans que je suis coordonnateur régional. Antérieurement, j'ai été intervenant pivot en maltraitance une dizaine d'années. J'ai été 18 ans sur un domicile. Je travaillais beaucoup avec les proches aidants, entre autres, puis même que durant une dizaine d'années, j'ai animé des groupes de soutien pour les proches aidants. J'ai fait 23 groupes durant une dizaine d'années, donc j'étais très préoccupé. Donc, c'est deux sujets, maltraitance et proches aidants, qui me préoccupent beaucoup. Puis je vous dirais qu'à l'époque, je réalisais que, à l'époque des groupes, on parlait d'aidants naturels. Hein, puis en préparant ma présentation, je disais naturel, parce que je constate que souvent, les aidants, ils s'oublient, les intervenants oublient de se soucier du proche aidant. Puis à l'époque, c'était encore pire parce qu'on disait que c'était comme naturel. On les appelait les aidants naturels, fait qu'on ne se posait pas trop de questions sur ce qu'ils pouvaient avoir besoin, même si moi, j'étais très préoccupé à l'époque. C'était pour ça que j'avais mis en place les groupes. Je suis smart. Donc, oui. Juste, on a fait un mention qu'il faudrait peut-être parler un petit peu plus fort. Je s'agirait d'avoir votre micro proche. OK. Puis, bon. parfait. Comme ça, c'est mieux? Oui, je pense que quand vous êtes proche du micro, c'est parfait. Mais c'est parfait. C'est vrai, quand je parle de maltraitance, mon ton lève, c'est un sujet qui m'anime, puis le ton devrait monter naturellement. Comme Félix vous a dit, si vous avez des questions en cours de route là, pour préciser des éléments, gênez-vous pas. Comme je dis, j'ai préparé ma présentation en fonction que je m'adressais à des proches aidants, même si des fois c'est difficile de plaire à tout le monde. J'espère que ça répondra à vos attentes. S'il y a des intervenants ou d'autres personnes à l'écoute, je vous dirais que les intervenants ou bénévoles ou des gens qui sont dans des organisations, je vous dirais peut-être que ça va vous intéresser aussi, mais vous sachez qu'il y a des formations qui existent là, pour les organismes communautaires, les différents intervenants, les bénévoles. Donc, gênez-vous pas pour nous interpeller pour avoir des formations encore plus adaptées. Donc, ce soir, c'est vraiment une présentation là, autour là, de la maltraitance en général. Donc, je vais commencer un petit peu. On va essayer d'aller chercher. Je pense qu'on doit s'habituer à la technique. Est-ce que vous voyez ma présentation, Félix, tu me confirmes? On voit très bien. C'est bon. Donc, la maltraitance et la bientraitance, c'est une responsabilité partagée et on va regarder aussi celle de la maltraitance envers les proches aidants particulièrement. Mon objectif, c'est de vous sensibiliser à la maltraitance. Moi, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas familiers encore avec la problématique. Vous parlez de l'importance de la prévention, c'est encore la meilleure façon de la contrer, c'est de la prévenir, voir justement la bientraitance comme un moyen de prévenir la maltraitance, puis comprendre aussi la réalité particulière des proches aidants en lien avec la maltraitance. Donc, reconnaître dans le plan, on va parler un peu de maltraitance en général, celle qui est vécue par les proches aidants, comment la prévenir concrètement, comment repérer. Puis à la fin aussi, on regardera un peu c'est la responsabilité de qui. La maltraitance, ça relève de qui? Puis c'est qui les acteurs qui interviennent dans ce genre de situation-là. Donc, juste avant de commencer, dans le fond, on a, dans le plan d'action gouvernemental sur la maltraitance, en 2020, il y a eu une étude de l'Institut de la statistique du Québec sur la prévalence de la maltraitance là, chez les aînés. Au total, il y a
8860 personnes âgées de 65 ans et plus qui vivaient à domicile, qui étaient en mesure de répondre à un questionnaire, donc qui ont complété l'étude. Et 6% qui ont verbalisé avoir vécu de la maltraitance. Donc, ça confirme un peu, antérieurement, on avait des vieilles études pan-canadiennes qui nous disaient que c'était entre 4 et 6%. Mais là, c'est vraiment une étude québécoise qui est récente, donc de 2020. Je veux dire, 6%, c'est peut-être pas beaucoup, mais quand même, sur 10, en capitale nationale, on parle quand même de 10 500 personnes. Puis, dans 10 ans, bien, comme la population vieillissante, on peut parler de 13 000 personnes. Puis, c'est quand même un chiffre qui est réservé parce que on parle des gens qui sont à domicile, qui ont répondu à un questionnaire. On ne parle pas nécessairement des gens qui sont en CHSLD ou dans des résidences ou qui n'auraient pas nécessairement été en mesure de répondre à un questionnaire. Donc, on peut penser que c'est plus que ça. Si on avait demandé un sondage à savoir combien de personnes ont été témoins de situations de maltraitance, ça serait beaucoup plus. En même temps, autre chose, on sait qu'il y a des réticences des personnes à en parler. Des fois, des personnes qui ne savent pas ou ne reconnaissent pas qu'ils sont victimes de maltraitance. Donc, et ce qui est ressorti dans l'étude, ben, c'est que 40% des appels, c'est-à-dire que les personnes maltraitantes, on sait, c'est souvent le conjoint, ex-conjoint, les enfants, les beaux-fils ou les belles-filles. Et un tiers des personnes cohabitaient avec la personne maltraitante. En même temps, ce qui est intéressant, ce qu'on constate, c'est qu'actuellement, vous savez qu'il y a une ligne, si vous ne le savez pas, je vous le dis, il y a une ligne d'aide à but aîné qui existe depuis une dizaine d'années, qui est une ligne accessible ce jour sur 7 de 8h à 20h. C'est des professionnels qui sont là. C'est vraiment des professionnels en situation de maltraitance. C'est une ligne d'aide et d'écoute et de référence. Et selon les statistiques de la ligne, qui reçoit environ 300 appels par mois, excusez, il y a 40% des appels, c'est des victimes qui appellent. Donc, ça veut dire que les gens, quand même, les victimes, ils appellent à la ligne. Donc, je pense qu'il y a des campagnes de sensibilisation qu'on fait. Ça veut dire que ça porte fruit. Donc, voilà pour la prévalence. Au niveau de la prévention, comme je le disais, c'est la meilleure façon de la contrer, c'est encore de la prévenir. À cause des conséquences là, qui sont quand même importantes. Donc, la première chose que je dis, c'est les personnes aînées, c'est les premiers responsables d'assurer leur propre sécurité. Il y a des moyens de vigilance, des moyens qu'on peut prendre là, pour assurer notre propre sécurité. Une des façons aussi qu'on peut, qui est un moyen de protection, c'est de maintenir des liens sociaux. Donc, on sait que l'isolement, c'est un facteur de risque. Donc, de maintenir des liens sociaux avec des gens autour de nous, ben, c'est un facteur de protection. S'informer, connaître ses droits. Je pense que la filière travaille beaucoup là-dessus à informer les gens justement sur leurs droits. Protéger ses avoirs. Donc, il y a différentes, quand on parle de l'aspect financier, d'ailleurs, c'est souvent la majeure, malheureusement, des types de maltraitance. Donc, de protéger ses avoirs, il y a des choses qu'on peut faire pour les protéger. Juste un petit exemple, justement, avoir une date de péremption sur une procuration ou en limiter l'étendue. C'est-à-dire qu'on peut donner une procuration, mais sans donner accès à tout, donc de limiter l'étendue, puis avoir une date de péremption. Ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, mettons, on donne une procuration, bon, là, on signe aujourd'hui, mais on a une date de fin, donc c'est bon pour 1 an, c'est bon pour 2 ans. Puis si ça va bien dans 2 ans, on renouvelle. Ce que ça permet, quand tu connais comment ça fonctionne sur une situation de maltraitance, au début, tout va bien. Si on donne une procuration, c'est parce qu'on a confiance. Mais si jamais, en cours de route, la situation se dégrade, la relation va moins bien, la personne à qui on a donné la procuration connaît des difficultés, puis là, il y a des abus ou de la maltraitance via la procuration, c'est bien sûr que la personne peut aller l'enlever ou la changer, mais peut-être qu'elle n'aura pas accès parce que justement la personne maltraitante est là. Donc, il y aura une porte de sortie, ça permet à la personne parce qu'elle va tomber à un moment donné. Donc, ça peut être un petit truc là, pour se protéger.
On dit y penser 2 fois avant de laisser revenir à la maison un enfant adulte ayant de graves problèmes. Hein, c'est très légitime de vouloir, on sait, on reste parent toute notre vie, même des enfants adultes. Et bien sûr, quand ils connaissent des problèmes, ben c'est légitime de vouloir les aider, mais c'est juste qu'il faut faire attention que leurs problèmes ne deviennent pas leurs problèmes. Il y a peut-être des façons de les aider face à leurs problèmes sans nécessairement les accueillir chez soi à la maison. Planifiez votre futur lorsque vous êtes bien et en santé. Hein. On sait que, bon, on fait un testament pour quand on est mort. Les mandats, ben, c'est quand on est vivant. Donc, souvent, on va nommer quelqu'un mandataire. On fait juste nommer la personne sans trop donner de détails, mais on peut, dans le mandat, décrire c'est quoi nos attentes, c'est quoi qu'on veut. D'un, ça va nous protéger si jamais le mandataire ne joue pas bien son rôle, mais en même temps, parce qu'il va. Et en même temps, c'est pour lui aussi, ça va être beaucoup plus facile à gérer si on a exprimé ce qu'on voulait face à lui, nos attentes et tout ça. Okay, donc, je vous amène dans le guide de référence, qui est un guide qui a été créé il y a quelques années. Il y a une mise à jour. C'est un guide pour les intervenants, mais s'il y a une section, puis quand je dis intervenant, c'est tout le monde, autant bénévoles, tous les gens qui interviennent auprès des aînés. Mais dans la section 2, qui est la section prévention, il y a une série là, vous voyez, là, je suis dans la table des matières, les meilleures pratiques pour se protéger de la maltraitance. Vous avez un inventaire d'outils de prévention. Ici, vous avez des conseils généraux de sécurité et de vigilance. Par exemple, si on clique dans la table des matières, ça nous amène ici là, le savoir-faire. Comme je dis, c'est des conseils très, très pratiques. Par rapport à, on dit, la confiance, ça se mérite, éviter de prendre des décisions hâtives sous l'influence ou la pression d'une personne, même si elle semble gentille et attentionnée, prenez le temps. Donc, c'est une série de choses concrètes qui peuvent, vous en avez là, sur le savoir-faire, par rapport aux transactions bancaires, par exemple, la gestion de l'argent, bon, gardez votre limite de crédit le plus bas possible, privilégier le dépôt direct, c'est des trucs là, bien simples. Mais que, bon, on explique la différence entre les procurations, les mandats de protection, différents conseils pour sécuriser ses avoirs. On ne passera pas la présentation là-dessus, mais je vous invite à aller consulter là, le guide de référence, la section prévention. Il y a des outils intéressants, puis même vous avez à l'intérieur, vous avez ici, comme on parle des conseils sur en matière de consommation, les ventes itinérantes porte-à-porte, puis vous avez des liens Internet. Là, si je clique ici, c'est l'Office de protection du consommateur, donc ça vous amène vers d'autres outils et conseils de sécurité. Donc, c'est un outil que je vous invite à consulter. Si vous allez sur Google, vous tapez guide de référence contre la maltraitance, ça sera. Donc, voilà pour la prévention. Je reviens à ma présentation. Je suis revenu. C'est toujours visible, Félix? Oui? Très bien. OK. OK. Donc, quand on parle de maltraitance, c'est quoi la définition de la maltraitance? Bien, il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif. Donc, quand on dit singulier, ça veut dire que même si c'est juste une fois, c'est de la maltraitance quand même. Mais on sait par expérience qu'il y a souvent une répétition, ça se répète. Et même parfois, il y a une escalade là, dans les gestes qui sont posés. Ou une absence d'action appropriée, donc de ne pas poser les gestes quand on a la responsabilité de prendre soin de quelqu'un et qu'on néglige, donc on ne fait pas ce qu'il faut. Intentionnel ou non, ça va être important dans l'intervention, savoir si la personne, c'est-tu parce qu'elle ne comprend pas, si c'est parce qu'elle ne sait pas, si c'est parce qu'elle est dépassée. Donc, on va aller voir un peu l'intention, ça va déterminer le type d'intervention. Qui se produit dans une relation, hein? Donc c'est vraiment une relation, la personne, elle est connue, elle est en lien avec la personne, et où il devrait y avoir normalement de la confiance et que c'est la cause du tort ou de la détresse. Donc, c'est le tort causé qui confirme qu'on a une situation de maltraitance. Si je vous dis, par exemple, une personne âgée qui circule sur la rue et qui se fait arracher son sac à main par quelqu'un qui passe, est-ce que c'est de la maltraitance? Ben non, ce n'est pas de la maltraitance, c'est un crime, c'est un vol. Hein, il n'y a pas de relation. Donc, c'est vraiment, quand on parle de maltraitance, là, vous avez la définition devant vous.
On a établi qu'il y avait deux formes de maltraitance. Il y a la forme violente et la forme négligente. Donc, la forme violente, c'est de malmener une personne aînée ou la faire agir contre sa volonté par des gestes, des paroles, des attitudes, en employant la force ou l'intimidation. Et la forme négligente, bien, ce serait de ne pas se soucier de la personne aînée, notamment par une absence d'action appropriée là, pour répondre à ses besoins. On a établi qu'il y avait 7 types de maltraitance, donc physique, psychologique, financière et matérielle, sexuelle, la violation des droits, organisationnelle et l'agisme. Si on les prend, donc physique, vous savez, bon, c'est pas la majeure, mais c'est quand même, donc on parle de bousculade, de rudoiement, de coups, de brûlures, d'alimentation forcée, administration inadéquate des médicaments. Et la forme négligente, bien, ce serait de priver la personne de conditions raisonnables de confort ou de sécurité, de ne pas l'aider si elle a besoin d'assistance. La maltraitance psychologique, qui est souvent celle qui accompagne là, la plupart des situations de maltraitance. Là, on parle de chantage affectif, de manipulation, d'humiliation, d'infantilisation, de dénigrement, de menaces verbales. Et la forme violente, la forme négligente, c'est-à-dire ce serait le rejet, l'indifférence, l'isolement social. La maltraitance sexuelle, on parle de propos, d'attitudes suggestives, des blagues, des insultes à connotation sexuelle, la promiscuité, le comportement exhibitionniste, des agressions à caractère sexuel, des attouchements non désirés, des relations sexuelles imposées. Et la forme négligente, bien, ce serait de priver d'intimité ou de ne pas reconnaître là, que la personne aînée peut avoir une sexualité ou ne pas reconnaître son orientation sexuelle. La maltraitance financière et matérielle, donc les pressions à modifier un testament, des transactions bancaires sans consentement, l'utilisation de cartes bancaires, Internet, détournement de fonds, de biens, un prix excessif demandé pour des services. Et la forme négligente, bien, ce serait de ne pas gérer les biens dans l'intérêt de la personne quand on en a la responsabilité. La maltraitance organisationnelle, où on parlait de systémique avant, on disait, dans le fond, c'est les conditions ou des pratiques organisationnelles qui entraînent le non-respect des choix et des droits des personnes ou une offre de services inadaptée aux besoins des personnes, des directives absentes ou mal comprises de la part du personnel, une capacité organisationnelle réduite. Des fois, pour l'expliquer un peu la différence, l'exemple que je donne, c'est que par exemple, dans un CHSLD, un préposé qui voit une cloche d'une chambre allumée puis qui dit « Ah, elle va attendre, elle est donnante, bon, c'est elle qui… » Donc, c'est lui qui fait de la maltraitance, donc il fait le choix de ne pas aller répondre tout de suite. Alors que si la cloche est allumée, mais il y en a 6 autres d'allumés, puis que là, il est obligé de prioriser un ou l'autre, la personne attend indûment. Bien, à ce moment-là, là, c'est plus organisationnel, ce n'est pas nécessairement la responsabilité de la personne, mais c'est plus les conditions de l'organisation. Donc, c'est un peu pour comprendre. Là. Mais des fois, la ligne est mince entre la part individuelle puis la part organisationnelle, mais je pense qu'il faut quand même, je pense que entre autres, Mme Blais, la ministre responsable des aînés, l'a mentionné, je pense qu'il y avait de la maltraitance organisationnelle dans le réseau, puis que je pense qu'il faut que les gens, les gestionnaires et les organisations en soient conscients pour corriger les situations. Parce que des fois, par rapport aux gestionnaires, si on les ramène à la définition, bien sûr qu'ils ne font pas ça intentionnellement. Si on regarde, ce n'est pas intentionnel, mais ça reste que ça cause du tort au bout de la ligne. Donc, c'est de la maltraitance. Si on avait justement un proche aidant à domicile qui néglige ou qui laisse son aidé trop longtemps, par exemple, dans sa protection, ben, on le blâmerait ou on dirait ben non, ça n'a pas de bon sens, ben, c'est la même chose si c'est pas parce que c'est le réseau, donc c'est l'organisation qui doit, c'est de la maltraitance quand même. Violation des droits et agisme, je les ai mis en dernier parce que on
on est en train de revoir un peu la terminologie, puis on s'aperçoit que dans le fond, dans tous les types de maltraitance, il y a de la violation des droits. Au niveau, que ce soit au niveau physique, on a des droits qui sont bafoués, au niveau psychologique, au niveau sexuel. Donc, il y a des droits qui sont bafoués. Puis au niveau de l'agisme, c'est un petit peu la même chose. Souvent, il y a de l'agisme qui est derrière des gestes de maltraitance. Par exemple, quelqu'un va dire, de toute façon, à l'âge qu'elle a, on n'en a plus besoin. Donc, il y a un geste de maltraitance qui est posé avec une attitude agiste en arrière qui vient nourrir ou valider le geste. Donc, ça ne valide pas plus, mais donc, vous comprenez que c'est pour ça que c'est un peu associé à tous les types de maltraitance souvent. Mais quand même, on parle de violation de droit d'imposer un traitement médical, le déni du droit de choisir, de voter, d'avoir son intimité, de prendre des risques, de recevoir des appels, de pratiquer sa religion, de son orientation sexuelle, etc. Au niveau de l'agisme, c'est d'imposer des restrictions, des normes sociales en fonction de l'âge, de réduire l'accessibilité à certaines ressources, les préjugés, l'infantilisation, du mépris. Quand on parle d'une situation de maltraitance, dans le fond, puis souvent, chaque situation a son histoire, chaque cas est un cas. Dans une même situation, on a les facteurs de vulnérabilité. Ça, c'est la condition de la personne. Ça peut être son âge, sans faire d'âge justement, mais ça peut être son âge, ça peut être sa condition psychologique, cognitive, ça peut être toute sa condition physique. Donc, c'est son profil, ses facteurs de vulnérabilité, c'est associé à la personne. Facteur de risque, c'est son environnement. Hein, les gens qui gravitent autour, donc s'il y a des gens qui ont des problèmes autour, ça va, avec les facteurs de vulnérabilité, ça peut conduire à des situations de maltraitance. Puis les facteurs de protection, c'est justement, est-ce qu'elle a des ressources autour d'elle qui peuvent la protéger? Donc, souvent, par exemple, je vous donne un exemple, une situation d'une personne qui a une démence Alzheimer, donc très vulnérable, très dépendante, mais elle a quatre enfants qui sont bien impliqués, un conjoint qui est le proche aidant principal qui s'en occupe, toute la famille, il n'y a pas de conflit, tout le monde se supporte, des ressources financières pour s'acheter des services, tout ça. Possiblement qu'on n'aura jamais de situation de maltraitance dans cette situation-là. Mais si on prend la même personne qui a une démence Alzheimer, qui a une fille unique qui a des problèmes de santé mentale, là, on a une situation qui pourrait être potentiellement un risque de maltraitance. Donc, c'est la combinaison de tout ça. Et souvent, ce qu'on va en intervention, on peut difficilement intervenir parfois sur la vulnérabilité parce que c'est la condition de la personne. Donc, on va tenter d'agir sur les risques autour puis augmenter les facteurs de protection. Parce que dans le fond, l'objectif des interventions dans les situations de maltraitance, c'est toujours l'objectif, c'est de mettre fin à la situation de maltraitance. Ce n'est pas nécessairement de punir la personne maltraitante, surtout quand c'est un proche. Là, on veut autant que possible préserver la relation. Bien sûr, ça va être différent si la personne maltraitante est, par exemple, un dispensateur de services ou un bénévole, où là, on va agir autrement parce que, d'un, il y a peut-être plus qu'une victime. Cette personne-là peut faire plus qu'une victime. Donc, il va falloir être plus intransigeant dans l'intervention pour pas qu'il y ait d'autres victimes. Alors que, c'est comme on dit, des fois, un employé, ça se congédie. Un fils, ça ne se congédie pas. Ça va toujours rester son fils. Donc, il faut travailler tant que possible à maintenir les lignes à ce moment-là. Et les autres éléments qu'on a dans une situation de maltraitance, je vais parler des types de maltraitance. On voit des fois des indices de maltraitance, mais il faut faire attention. L'indice, c'est un soupçon, ça nécessite une validation, puis c'est bien correct. On encourage les gens à être vigilants, à repérer des indices, mais après ça, il faut aller les vérifier. Dans le fond, parce que, par exemple, une personne qui a un bleu, ça peut être un indice de maltraitance, mais ça peut être causé par d'autres choses, donc il faut aller le valider. Par contre, si on voit quelqu'un se faire frapper devant nous, là, ce n'est plus un indice, c'est un indicateur de maltraitance. Et l'autre élément important dans toute situation de maltraitance, c'est la question du consentement.
Donc, on travaille toujours avec le consentement de la personne. Tant que la personne est apte, ben, c'est bien sûr qu'on va agir selon ce qu'elle va vouloir faire. Donc, on est plus dans l'accompagnement. Alors que si bien sûr, si elle est inapte, ben, on a des moyens, là, on a des obligations légales de façon de la protéger. Donc, juste un petit exemple par rapport au type de maltraitance. Donc, ici, on a Denis qui a besoin d'argent. Donc, parce qu'il a une maison, un bateau à payer, puis son travail ne lui permet plus de faire du supplémentaire pour assurer ses paiements. Il a souvent demandé à son père de l'argent, mais celui-ci a toujours refusé, disant qu'il était un adulte et qu'il devait se responsabiliser. Denis ne comprend pas le refus de son père, dit qu'il en a de l'argent, que de toute façon, il va mourir à un moment donné. Puis un jour, ben, Denis vient voir son père, il lui serre le bras en disant « Donne-moi de l'argent, j'en ai plus besoin de toi ». Donc, ici, est-ce qu'il y a de la maltraitance? Je pense que oui. Au niveau, puis comme je vous dis, il y en a au niveau psychologique, hein, il l'insulte, il le harcèle. Au niveau financier, ben, il veut l'argent de son père. Au niveau physique, il lui serre le bras. Il y a un peu d'agisme aussi parce qu'il dit ben, j'en ai plus besoin que toi tu n'en as pas besoin. Tu sais, puis de toute façon, tu vas mourir. Puis, une violation, on parle de droits qui sont violés parce qu'il ne respecte pas les choix de son père. Donc, vous voyez que dans une même situation, il y a souvent plus qu'un type de maltraitance. Juste une autre, un couple qui sont mariés depuis 60 ans, ils vivent tous les deux en CHSLD et ils veulent avoir des relations sexuelles. Ils ne restent pas sur le même étage, donc ils demandent au personnel de les aider pour se rendre à la chambre de l'autre. Le personnel dit qu'ils n'ont pas le temps. Donc, est-ce qu'il y a de la maltraitance là-dedans? Ben, il y a un abus, il y a des droits qui ne sont pas respectés. Il y a peut-être un peu d'agisme qui vient influencer tout ça. Donc, on ne reconnaît pas leurs droits ou leurs besoins d'avoir des relations sexuelles. On pourrait parler de maltraitance physique parce qu'on ne les assiste pas. Ils ont besoin d'assistance physique pour se déplacer, qu'on ne le fait pas. Puis peut-être organisationnel parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Donc, ça pourrait être la raison aussi. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs types qui peuvent se chevaucher dans une même situation. Donc, pourquoi aussi on parle de repérer la maltraitance? Parce que souvent, le dévoilement est difficile pour la personne aînée pour plusieurs raisons. Donc, peu importe le type de maltraitance, les conséquences pour l'aîné ne doivent pas être sous-estimées. On parle de honte, d'humiliation, de tristesse, de colère, de peur, de détresse psychologique, d'isolement, de marginalisation, de pauvreté. Hein, ça peut avoir des impacts financiers sur la condition de l'aîné et sa capacité à prendre soin de lui par la suite. Diminution de la qualité de vie, des blessures, des maladies, une dégradation générale de l'état de santé. Ça peut conduire à la dépression jusqu'au suicide et à la mort précoce. Donc, de là l'importance, comme on dit, de repérer les situations rapidement. On encourage aussi, comme je dis, les gens à en parler. Comme je le disais tantôt, ça peut être inquiétant le nombre d'appels à la ligne, mais en même temps que 40% c'est des victimes qui appellent, ben c'est bon signe. Ça veut dire qu'ils sont prêts à en parler, ils sont prêts à peut-être avancer, pour corriger leur situation, sortir de leur maltraitance. Puis bien sûr, parce qu'on sait aussi, comme je vous dis par expérience, que la maltraitance peut devenir plus fréquente et plus grave. Là, il y a souvent une escalade dans les situations. Donc, juste par rapport au repérage, dans le fond, les premières personnes souvent qui vont être témoins ou à qui la personne va en parler, des fois c'est à une autre personne aînée ou qui est le plus susceptible d'être au courant. J'ai une petite vidéo à vous présenter. J'ai essayé de rendre ça un peu dynamique. C'est une petite vidéo qui est très, très court, mais qui va permettre de comprendre un peu une situation de violence. Puis comment on peut aider aussi. C'est une vidéo qui est tirée d'une approche qui s'appelle « Ce n'est pas correct », qui interpelle les témoins de maltraitance, comment on peut aider une personne qui vit une situation comme ça. T'es sûr que t'es bien au sous-sol? Oui, il y a en masse de place, là. De toute façon, ta petite fille est presque jamais là. Sérieux, je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu vas trouver du travail bientôt, j'en suis sûre. Oh oui.
Ça te dérange si je te regarde un film? Ta carte bancaire a été refusée aujourd'hui. J'ai eu honte. Quoi? De quoi tu parles? Je te allé mettre du gaz. Ta carte a été refusée, ton compte doit être dans le rouge. J'espère pour toi que tu reçois ton chèque cette semaine. Mais sinon, tu pourras pas renouveler tes médicaments à la pharmacie. Qu'est-ce que tu fais? Je m'habitue pas à l'humidité en bas. Je vais prendre une autre couverte. On crève de chaleur ici. J'aurais apprécié que tu me le demandes au moins avant de me déménager au sous-sol. Pourquoi t'es tout le temps sur mon dos, toi? C'est miteux en bas, je peux pas supporter ça, là. C'est bien que j'ai tendance à déprimer. Toi, ton journal, tu peux aussi bien le lire en bas qu'ici, non? Mamie, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange? Donc, vous avez vu, je pense que là, je peux pas, on n'a pas le temps d'échanger là-dessus, mais je pense qu'on a une situation de maltraitance. Hein, Si vous avez beau oui. expliquer un petit peu si vous voulez y aller, là, quand même. Oui, c'est ça. En fait, il prend l'argent de Rita, il la déménage au sous-sol. Il fait un peu d'âgisme quand il dit toi, ton journal, tu peux aussi bien le lire en bas. Il la culpabilise par rapport au fait que ça le rend dépressif. Donc, on en fait vraiment une situation de maltraitance. On va aller voir, justement, puis même elle a été capable quand même de lui exprimer, là, malgré tout. Donc, on va aller voir la suite. Ça va? Ton fils est de retour à la maison? Je me sens mal pour lui. Il traverse une période vraiment difficile en ce moment. Michel et Adrienne se sont installés à l'étage en fin de semaine passée. Et toi, t'es où avec tout ça? Je suis dans la chambre d'amis. Au sous-sol. Oh, mais là, il exagère. Vraiment, je suis désolée. Toi, t'es toujours en train de plier à ses caprices, alors que ce qu'il faudrait faire, c'est lui donner un bon coup de pied dans le derrière. Et si tu ne t'imposes pas tout de suite, il va jamais quitter le divan. Encore moins chercher du travail. Donc, on voit ici, peut-être qu'on aurait tous envie d'agir comme Ghislaine, là, c'est-à-dire, mais en même temps, c'est pas la meilleure approche. Hein. On voit tout de suite que Rita, elle se sent jugée par ça. Elle lui dit que c'est presque c'est un peu de sa faute, puis que finalement, tant qu'elle fera rien, il ne bougera pas. On voit que les impacts possibles, c'est qu'éventuellement, Rita, puis d'ailleurs, elle lui dit, elle la pousse pour arrêter d'en parler, puis probablement qu'elle risque de s'isoler puis d'éviter de voir Rita parce que c'est trop confrontant. Donc, on va donner une chance à Ghislaine de se reprendre. Est-ce que vous voyez la vidéo? Pas encore, ça va être... Comme ça? Ça va? Ton fils est de retour à la maison? C'est la même vidéo, par exemple. Oui, non, mais ça... Il traverse une période vraiment difficile en ce moment. Michel et Adrienne se sont installés à l'étage en fin de semaine passée. Et toi, t'es où avec tout ça? Je suis dans la chambre d'amis. Au sous-sol. Écoute, je m'inquiète vraiment pour toi. Ta vie a tellement changé. Est-ce que ça va? Donc, vous voyez la différence, hein? Elle lui a ouvert la porte, elle ne l'a pas jugé, elle a nommé ce qu'elle a vu. Après ça, elle lui dit, ta vie a changé, je m'inquiète pour toi, est-ce que ça va? La porte est ouverte, alors que la première fois, on sait très bien qu'il est très peu probable que Rita s'ouvre dans cette situation-là. Donc, des fois,
on pourrait avoir tendance à réagir comme la première version de Ghislaine, mais la deuxième version est pas mal plus adéquate pour pouvoir aider quelqu'un à parler de sa situation. Maintenant, la situation est dans les mains de Rita. Bien sûr, c'est elle qui va décider, mais en tout cas, on vient d'ouvrir la porte là, pour en parler. Dans le cadre de cette situation-là, il y a une question qui a été posée dans le chat là, qui se demandait y avait-tu des manières de faire accepter un départ en résidence face à un membre de famille qui vit avec les parents et qui est violent psychologiquement? Une façon de faire accepter le départ de la résidence à OK. un membre de famille? Ben, c'est sûr que c'est possible. Faut voir un peu, là. C'est sûr qu'on a, bon, c'est une petite vidéo, puis on voit que ça se passe sur un an. Dans le fond, ce qu'on devrait faire dans une situation comme ça, c'est de rencontrer Rita, puis de voir est-ce qu'il y a des facteurs de risque. Si jamais elle lui demande de partir, parce qu'elle est quand même capable de s'exprimer, on l'a vu, elle a exprimé, j'aurais aimé ça que tu me le demandes, donc elle a quand même une certaine force, mais est-ce qu'il peut être dangereux? Est-ce que si elle saute, il y a toute une façon de planifier ce genre d'intervention-là. Mais ça peut aller jusqu'à, effectivement, si c'est ce qu'elle souhaite et que la personne refuse, il y a des moyens avec les policiers ou tout ça, ça peut aller jusque-là, mais bon, je pense qu'il faut regarder avant avec Rita le contexte, voir c'est quoi les facteurs, comme je dis, les facteurs de risque. Est-ce que si elle lui parle, est-ce qu'elle pense qu'il va accepter? Est-ce qu'il l'a déjà menacé? Donc, il y a beaucoup de choses à regarder, mais oui, c'est des choses qui peuvent se planifier. Fait que vous allez probablement pouvoir aborder ça plus dans la suite de votre présentation, les moyens et les là, je ne disponibles. comprends pas. J'essaie de partager, puis ça me dit ce qui peut partager. Je vais revenir à ma présentation. Juste cliquer sur le bouton de partager, pas la petite flèche. OK, c'est bon. Ça va. Donc, maltraitance, c'est les proches aidants maintenant. Comment la prévenir, comment aider, quelles sont les ressources qui peuvent le faire. Les proches aidants, c'est sûr, vous êtes des acteurs de premier plan. Là. La maltraitance, souvent, ça touche un certain nombre de personnes. On l'a vu tantôt, 6 mais c'est pas, mettons que c'est 10, peut-être plus proche de 10 ça ne touche pas. Donc, il y a des gens qui ne vivront jamais une situation de maltraitance. Par contre, la bientraitance, ça touche tout le monde. Auprès des personnes aînées en situation de vulnérabilité et les proches aidants inclus. C'est bien sûr que les proches aidants, c'est sûr que des fois, dans notre rôle d'intervention en maltraitance, on a plus souvent vu soit des proches aidants ou des proches qui ne sont pas toujours aidants, mais des proches qui sont les personnes maltraitantes, là, je le disais dans l'étude. Mais en même temps, les proches aidants aussi peuvent être victimes de maltraitance. Et dans le fond, il faut juste regarder ça objectivement. On a un aidant qui a ses propres conditions de santé, ses conditions financières, il y a les choix qu'il a faits, il y a ses obligations là, en lien avec la situation, les obligations morales aussi, des fois qui est très, très, très lourd. Il y a le stress qui est vécu par la situation, il y a toute l'histoire de la relation aussi avec la personne de qui il prend soin, son aidé qui vient colorer tout ça. De l'autre côté, on a une personne qui est en perte d'autonomie, qui parfois n'accepte pas la maladie, qui vit aussi là, il peut y avoir des troubles de comportement, du stress relié à ça. Donc, on a deux personnes qui présentent leur propre vulnérabilité, leur propre facteur de vulnérabilité. Donc, on a une situation de vulnérabilité qui peut être un terrain fertile justement à la maltraitance, soit de l'un ou soit de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut, là, l'importance là, de prendre le temps de nommer les choses, puis de prendre soin des deux personnes. Souvent, les interventions sont faites beaucoup en lien avec les besoins de l'aider, peut-être moins les besoins de l'aidant, mais c'est bien sûr qu'il faut tenir compte là, des besoins du proche aidant. En fait, on doit agir à tous les niveaux. C'est sûr que, je le disais, les proches aidants peuvent
repérer des situations de maltraitance, donc ils deviennent un facteur de protection pour un aidé qui est vulnérable. Par exemple, un aidé quand la personne est en hébergement, par exemple, c'est sûr que le proche aidant, il peut être un facteur de protection pour d'éventuelles situations de maltraitance que la personne pourrait vivre dans son milieu. Le proche aidant, il peut aussi subir la maltraitance, on va le voir par les proches. Ça peut prendre différentes formes psychologiques, physiques, financières, organisationnelles. Ça peut se manifester par des troubles de comportement, du chantage, du rejet, de l'isolement. Et aussi, les proches aidants, parfois dépassés par leur rôle, pourraient éventuellement avoir des comportements maltraitants de négligence, parfois non intentionnels, mais ça peut être de la maltraitance pareil, même si ce n'est pas intentionnel. Donc, vous voyez que les proches aidants, en fait, tous les gens qui côtoient une personne aînée peuvent faire du repérage et bien sûr peuvent aussi être côtoyés des situations de maltraitance. Donc, les proches aidants, c'est des acteurs quand même importants là, quand on parle de maltraitance. Puis, je le disais tantôt, je sais qu'il y a de plus en plus de choses qui se font pour les proches aidants. Puis, il y a 20 ans, quand je faisais des groupes de soutien, on était déjà sensible aux besoins des proches aidants, mais c'était déjà aussi beaucoup centré sur l'aide à l'aide, centré sur les besoins de l'aide. Quand on parle de maltraitance des proches aidants, ça peut venir, comme je dis, des organisations, donc des pressions pour le garder, des pressions pour le placer. On peut porter des jugements sur l'aidant. On peut ne pas reconnaître son expertise, ne pas reconnaître ses droits, les coûts pour les services parfois qui peuvent être augmentés. Je sais aussi que durant la pandémie, il y a eu beaucoup d'enjeux au niveau de la présence des proches aidants, tout ça. Là, ça a soulevé toutes sortes de questions et d'enjeux. La maltraitance peut venir de l'entourage, donc de laisser la personne être proche aidante, payer les soins, ne pas la supporter. Des fois, il y a des pressions de l'entourage, des membres de la famille sur le proche aidant. Elle peut venir, bien sûr, de l'aider lui-même, qui fait des pressions, qui refuse des soins, il ne veut pas avoir d'aide de d'autres personnes, il refuse des services, il veut que ce soit tout le temps le proche aidant, où il n'est jamais content, où il n'est jamais satisfait. Et la maltraitance peut venir un peu de lui-même, parce que le proche aidant a des exigences élevées envers lui-même, refoule ses besoins, se sent coupable, donc tout ça. J'ai mis là, Sophie Etier, l'Université Laval, que peut-être certains connaissent, là, qui a fait beaucoup de travaux là-dessus, qui a fait ressortir justement. D'ailleurs, j'avais assisté à un World Café qu'elle avait organisé il y a quelques années. J'étais là pour. Et c'est des choses qui sont ressorties au niveau de la maltraitance envers les proches aidants, qu'on nomme pas beaucoup, qu'on n'en parle pas beaucoup actuellement. De la maltraitance à la bientraitance, c'est sûr que la bientraitance, c'est une façon là, de prévenir la maltraitance. Il y en va de ce qu'on veut socialement comme condition de vie. Il y a des personnes aînées, les proches aidants, ce qu'on est prêt à tolérer ou pas accepter collectivement. Donc, c'est imaginer ensemble ce qui est bien et le mettre en pratique. Il y a justement, on a actuellement une ministre, là, je pense qu'on a une ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, qui est quand même sensible là, par rapport aux proches aidants. Je pense qu'elle a même fait adopter une loi. Je vous dirais que c'est malheureux que ça prenne une loi pour reconnaître le statut de proche aidant, mais en tout cas, je pense qu'avec une loi, ça va venir donner une visibilité, puis ça va venir justifier des actions avec la politique là, concernant la proche aidance, où il devrait y avoir des services là, qui devraient être plus adaptés là, à tenir compte des proches aidants. On a dans le plan d'action gouvernemental justement défini ce que c'était la bientraitance. La bientraitance, ça vise le bien-être, le respect de la dignité, l'épanouissement, l'estime de soi, l'inclusion et la sécurité de la personne. Elle s'exprime par des attentions, des actions, des pratiques respectueuses, des valeurs, de la culture, des croyances, du parcours de vie,
la singularité des droits et libertés de la personne aînée. On pourrait dire la même chose, la bientraitance de l'aidant, c'est sensiblement la même chose, puis c'est vraiment de tenir compte de ses besoins. Bien sûr, notre réseau, souvent notre réseau fonctionne beaucoup avec des normes. C'est sûr que la bientraitance, c'est un petit peu le contraire de la norme parce que c'est d'avoir une approche adaptée. Ça fait longtemps que je le dis que nos services doivent être plus adaptés aux proches aidants. Je me souviens, quand j'étais sur le terrain, à un moment donné, l'exemple que j'avais d'une fille qui était proche aidant pour ses 2 parents. Sa mère qui fait de l'Alzheimer, son père qui fait du diabète et qui a d'autres problèmes de santé. Quand on regarde comment on peut l'aider, moi je lui dis, on peut offrir un bain pour votre mère qui fait de l'Alzheimer. Puis elle me dit non, moi, donner le bain à ma mère, c'est un plaisir pour moi. J'ai une belle relation avec elle. Quand je lui donne, je prends mon temps. C'est pas ça qui me stresse. Par contre, son père, il avait besoin de gouttes dans les yeux pour son diabète. Puis moi, elle dit, je suis pas capable de faire ça. Y a-t-il quelqu'un qui peut le faire? Non, malheureusement, c'est pas un service qu'on donne. Mais quand tu creusais, dans le fond, c'est que dans la relation, elle était très, très attachée à sa mère. Puis prendre soin de sa mère, c'était pas nécessairement un problème pour elle. Prendre soin de son père, c'était plus difficile pour elle. Fait que si on voulait l'aider, il fallait tenir compte de ça, mais malheureusement, les services ne tiennent pas toujours compte de la situation. Mais pour ça, il faut prendre le temps, comme je dis, d'évaluer et de comprendre la situation de la personne. Donc, de plus en plus, comme je disais, on parle de bientraitance. Ça peut prévenir. C'est sûr que, quand je vous disais tantôt, je parlais de maltraitance. La bientraitance, ce n'est pas nécessairement le contraire de la maltraitance. Par contre, lorsqu'on parle de maltraitance organisationnelle, on est sensiblement là-dedans. C'est-à-dire que souvent, quand on rencontre des gestionnaires d'un centre d'hébergement, puis qu'on les sensibilise à la maltraitance organisationnelle, c'est sûr que pour eux autres, c'est confrontant parce que je pense même Mme Blais l'a déjà dit, les gens, ils ne se lèvent pas le matin en voulant maltraiter les gens, mais les décisions, les pratiques qu'ils font, ça fait qu'au bout du compte, ça crée des torts. C'est sûr que quand tu leur dis, pour eux autres, c'est difficile de dire qu'ils font de la maltraitance. Par contre, si tu les amènes sur le terrain de la bientraitance, est-ce que c'est de la bientraitance? Est-ce que vous pouvez faire mieux? Puis bon, je pense que les gens sont bien intentionnés, puis les gens, ils veulent modifier. Je pense que c'est d'amener les gens à revoir leur façon de faire, à revoir leurs pratiques pour avoir des pratiques plus bien traitantes. Puis, c'est ça que je dis, si on intègre la bientraitance dans nos milieux, ça va prévenir des situations de maltraitance par le fait même. Donc, il y a des conditions favorables à implanter la bientraitance, donc de placer la personne au centre des actions. Donc, c'est la même chose pour le proche aidant. Comme je vous dis, oui, placer la personne, c'est-à-dire la personne aînée, mais on devrait conjuguer les besoins de la personne aînée aux besoins du proche aidant. Ça, c'est clair. Favoriser l'autodétermination et l'empowerment. L'autodétermination, donc concilier les choix. Respecter la dignité autant de la personne que du proche aidant. Souvent, les proches aidants sont confrontés aussi justement à des dilemmes éthiques par rapport au rôle qu'ils ont. Favoriser l'inclusion et la participation sociale, donc briser l'isolement du proche aidant, lui permettre d'être plus que d'être un proche aidant. Oui, ils sont un proche aidant, mais ils sont aussi quelqu'un d'autre, donc favoriser cette possibilité-là. Soutien concerté, intervenir avec savoir-faire, donc savoir-être, c'est des choses qui sont quand même de base, mais qu'on doit rappeler. Accompagner, je pense, investir dans l'aide aux proches aidants d'aînés, c'est aussi protéger des personnes aînées qui sont en perte d'autonomie. Ce qui est fait pour le proche aidant, ça va servir aussi. Donc, les accompagner le plus rapidement possible dans leur rôle auprès de la personne aînée, de prévenir les complications qui peuvent se développer, autant pour l'aider et l'aidant l'aider. Donc, toute mesure qui viserait à soutenir l'aidant, favoriser la bientraitance de celui-ci, ça peut juste prévenir des situations de maltraitance
autant de l'aidant, autant de l'aider. Donc, je pense que je commence dans le temps. Il reste 3 minutes. Les acteurs, ben, c'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité de tout le monde. Hein? Je pense que tout le monde a une responsabilité. D'ailleurs, je parlais du guide de référence au tout début. C'est un qui fait quoi, comment, autant en prévention ou en repérage. Tout le monde peut jouer un rôle à ce niveau-là. Après ça, au niveau légal, ben, on a une nouvelle loi aussi maintenant que je vais vous présenter après, mais il y a la loi visant à lutter contre la maltraitance envers des personnes aînées ou d'autres personnes majeures en situation de vulnérabilité, qui est venue soutenir des leviers qu'on avait déjà. Donc, parce que la maltraitance, elle peut parfois être criminelle. Hein, il y a des articles du Code criminel en maltraitance physique, psychologique, sexuelle, etc. Mais vous savez qu'au niveau criminel, ce n'est pas toujours évident. Il faut faire la preuve hors de tout doute raisonnable. Ce n'est pas toujours évident dans des situations de maltraitance quand ça concerne une personne aînée qui va témoigner contre un proche ou où elle n'a pas la capacité nécessairement de témoigner. Donc, ce n'est pas toujours évident. Il y a la loi du curateur public qui existe pour protéger les personnes inaptes. Il y a la Charte des droits et libertés. On a une Charte des droits et libertés au Québec. Il y a un article, l'article 48, qui est quand même important, là, qui dit que toute personne âgée ou toute personne handicapée a le droit d'être protégée contre l'exploitation. Donc, souvent, dans les situations de maltraitance financière, des fois, il y a encore d'exploitation. Et ensuite, il y a le protecteur du citoyen aussi pour tout ce qui touche les services en général dans le réseau de la santé et des services sociaux. Je parlais de la loi là, visant à lutter contre la maltraitance qui a été adoptée il y a 3 ans. Bon, ça a obligé les établissements à se doter de politiques pour lutter contre la maltraitance. On a bonifié le rôle du commissaire local aux plaintes. On a amélioré la possibilité de lever la confidentialité du secret professionnel lorsqu'il y a un risque sérieux de mort, de blessure grave là, pour les intervenants. Donc, c'est venu aider à ce niveau-là. On a réglementé l'utilisation des caméras. On a mis en place des processus d'intervention concertés donc pour permettre là, la concertation dans certaines situations complexes. Et on a obligé le signalement obligatoire de certaines situations de maltraitance. Les situations qui sont sur le volet du signalement obligatoire, c'est les gens qui sont en CHSLD et les gens qui sont soit sous régime de protection, curatelle ou mandat marié. Pourquoi? Ben, c'est des gens qui sont très vulnérables, donc qui ne sont peut-être pas en mesure eux-mêmes de se signaler, donc on a mis le signalement obligatoire. Ça ne veut pas dire que pour les autres, on ne fait rien. On tend la main, on fait comme Ghislaine, on ouvre la porte, puis on va vérifier si la personne a besoin d'aide. En conclusion, ben, je vous ai parlé beaucoup de l'importance de la prévention et de la protection. Hein, c'est la première étape de ne pas avoir peur de nommer, de regarder la situation. L'importance du repérage puis de l'accompagnement vers les ressources. Il y a le 811 Info Social. Il y a la ligne d'aide à but aîné aussi qu'on peut appeler, n'importe qui peut l'appeler, ne serait-ce que pour avoir des informations ou savoir quoi faire dans une situation de maltraitance. Il y a 20 heures pile. Mais j'avais dit qu'il y avait possibilité d'étirer. Là, je vais prendre le temps de répondre aux questions. Là, parce qu'on avait une période de questions, pas de problème. On a du temps pour répondre aux questions. C'est ça. En fait, ce que je me disais, là, c'est si vous nous permettez, tout le monde, il y a eu quelques questions dans la question et réponses. Quelques questions à qui j'ai marqué qu'on allait répondre en live. Donc, ça va être maintenant. Je veux juste faire ressortir quelqu'un qui m'a posé cette question-là, qui m'a dit ça tantôt, de juste s'assurer de préciser que proche aidance égale pas maltraitance non plus. Ça fait que on voulait juste faire ressortir ça. Effectivement, en fait, effectivement, la proche aidance, il y a plein d'aidants de proches aidants qui vont prendre soin de quelqu'un puis il n'y aura jamais de maltraitance. Mais ça reste que on en rencontre, c'est une minorité, mais ça reste que des situations à risque. Puis, tu sais, moi, je veux mettre plus l'accent sur la bientraitance. Je sais, j'ai accompagné, comme je dis, des proches aidants là, dans leur rôle, puis
l'objectif, puis j'espère qu'avec la politique, puis avec la reconnaissance, qu'on prenne encore mieux soin des proches aidants, éventuellement, je veux dire, qu'on soit bien traité avec les proches aidants, puis automatiquement, les personnes aînées vont en bénéficier aussi, là, les aider aussi. Là, je sais pas, OK, parfait. C'est ça, mais c'était juste comme ça. Fait que j'ai 4 questions. Pour la première personne qui a posé la question, c'était par rapport aux vidéos. C'était où on devrait s'adresser pour aider Rita. C'est quoi la porte d'entrée pour le système de santé? c'est bien sûr, je vous dirais, il n'y a pas de porte d'entrée unique. C'est bien sûr que, bon, la ligne, des fois, je me suis souvent posé la question, je vous disais tantôt, 40% des appels à la ligne, c'est des victimes qui appellent. Puis par expérience, j'ai travaillé 20 ans au CLSC, je me disais, comment se fait que les gens n'appellent pas au CLSC? J'ai vu beaucoup de personnes dans le passé appeler au CLSC, dire, je suis victime de maltraitance, j'ai besoin d'aide. Bon, pourquoi? Mon hypothèse, c'est que c'est sûr que, puis encore plus aujourd'hui, c'est pas évident d'appeler au CLSC, là. C'est compliqué, c'est gros, puis c'est des grosses boîtes. Puis des fois, c'est méconnu au CLSC, c'est parce qu'en même temps, si tu appelles au CLSC, c'est que tu as un besoin, tu as une demande d'aide. Des fois, les gens ne sont pas rendus là. Des fois, les gens ont juste besoin de parler à quelqu'un, voir qu'est-ce qu'ils vivent, là, et échanger sur ce qu'ils vivent. Puis, ils ne sont pas encore prêts à. Si tu appelles au CLSC, il faut que tu sois prêt à être pris en charge ou tu sois rendu à une démarche d'aide. Des fois, ils ne sont pas nécessairement rendus là. C'est pour ça que d'appeler à la ligne, ça peut être une première étape. Puis, les gens vont prendre le temps d'écouter, puis après ça, ils vont les diriger vers la bonne place. Bien sûr que les gens peuvent appeler directement aussi au 811 dans l'Info sociale. Je dirais que c'est pas mal la porte d'entrée pour les situations. Mais c'est sûr que faut faire attention. Exemple, dans la situation, l'exemple de Rita, Ghislaine, idéalement, ce qu'elle peut faire de mieux, c'est de dire à Rita, puis même lui proposer, tu veux que je t'accompagne, on va aller rencontrer quelqu'un au CLSC, à l'accueil, rencontrer une intervenante sociale. C'est sûr que si Rita appelle sans demander le consentement c'est-à-dire si Ghislaine appelle sans demander le consentement de Rita, il faut que ça prenne le consentement quand même de la personne. Je me souviens une dame, une bénévole qui me disait on voit des situations des fois de maltraitance, on peut-tu appeler à la ligne d'aide? C'est sûr qu'à la ligne d'aide, ce n'est pas comme la DPJ, ce n'est pas une ligne de dénonciation, c'est une ligne d'écoute et de référence. On peut appeler, ils vont coacher les gens, savoir quoi faire. Les situations de maltraitance, c'est très complexe, puis chaque situation a ses réponses, là, mais la personne est partie prenante de la situation. Je pense dans le cas du vidéo, ce serait dire à Rita, pourquoi tu vas. Ghislaine pourrait dire à Rita, regarde, pourquoi tu n'appelles pas à l'Info sociale, pourquoi tu n'appelles pas à la ligne, juste pour avoir des conseils, savoir quoi faire avec ta situation. Je pense que ce serait la meilleure chose dans cette situation-là.